Est-ce que ça tourne à l'image? Oui. Est-ce que ça tourne à l'image? Oui. Voilà, eh bien, nous pouvons... Hop. Est-ce qu'on est parti? Clap! Clap! Salut, salut, salut. Eh oui, j'ai plusieurs caméras. Bienvenue dans le making of de Memento Mori. Attention, cette vidéo comporte des spoilers. C'était excessif, mais bon. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pas vu en entier, sans deck les gars, la vidéo elle dure 3 minutes 30, générique inclus. Ou qui voudraient la revoir, ça fait plaisir. Je vous laisse mettre en pause cette vidéo et aller voir Memento Mori, le lien est dans la description. Donc le pitch, c'est l'histoire d'un homme avec sa famille, et la femme semble avoir une idée fixe que l'homme aille ranger la cave. Voilà. Et non, c'est tout. Bon, il y a aussi le spoiler. Ok, le spoiler, c'est qu'en fait, dans la cave, il y a le cadavre de sa femme et de son fils. Et qu'en fait, il parle à des fantômes. Ou quelque chose comme ça. L'idée, c'était d'explorer le traumatisme que pourrait ressentir quelqu'un qui aurait tué sa famille et qui, du coup, serait tombé dans une spirale de folie, hein, assez simplement. Mais la question, c'est, est-ce que la femme, c'est un fantôme ou est-ce que c'est juste la projection de sa folie? Et ça, on sait pas vraiment. D'ailleurs, moi, je ne le sais pas. Donc personne ne le sait. Je vous ai bien niqué. Mais attends, si l'homme c'était sa folie, du coup le gars il serait dans une boucle en fait. Probablement la dernière où ils auront été heureux quoi finalement. C'est exactement ça. En tout cas c'est comme ça que je l'ai imaginé. Il occulte carrément les cadavres dans la cave qui sont trop réels pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que la femme disparaît sur certains des plans à la fin. Mais si, vous savez, celui où on voit les cadavres dans la cave. Vous avez bien remarqué qu'elle disparaissait? En fait, elle n'apparaît que dans les yeux de l'homme. Non mais attends... C'est pour ça que dans la première et la dernière séquence, on entend l'enfant crier en fait. C'est qu'il est dans sa boucle le gars. Tout à fait. Ouais, parce que dans l'une des versions du scénario, je voulais qu'on ait des plans alternés entre ce qui s'était passé réellement et ce que l'homme revivait. Mais j'ai laissé tomber pour me concentrer sur ce que l'homme revivait et pour me concentrer surtout sur le twist final. Mais ce que j'ai laissé dans le film, c'est la scène de cache-cache, qui est un écho à ce qui s'est vraiment passé. Lui, il a l'impression de faire du cache-cache, mais en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'était plus une chasse à son enfant. Mais attends, c'est hyper glauque en fait là. Pourquoi tu fais des histoires glauques comme ça là? T'as un problème? Tu veux tuer ta famille, c'est ça? Non mais attends, moi ce que je fais c'est de la fiction, hein. Le mec qui a joué Thanos, il veut pas buter la moitié de l'univers, hein. Et le mec qui a joué le Joker dans les Nolan, il veut... Bon, mauvais exemple. Non, moi ce que je veux c'est essayer de comprendre la psychologie des personnages que je crée. J'essaie de faire des personnages qui sont quand même complexes, et l'idée c'est quand même de voir leur point de vue à eux. Du coup forcément c'est un peu glauque. Parce que je fais des personnages qui sont atypiques. Je suis pas un psychopathe, je suis un conteur d'histoires en fait. Alors oui, je suis plus à l'aise avec les histoires qui sont un peu sombres. Ça, je le reconnais. Mais bon, ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'écris des histoires un peu sombres, forcément, ça a déteint un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu viens me parler de mes vidéos. Quand tu viens me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, quand tu viens essayer de débattre avec moi sur si ce que t'as compris, c'était ce que je voulais faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'entretiens un peu le mystère en répondant très vaguement. Parce que déjà moi, j'ai pas forcément toutes les clés, hein, parce que j'écris une histoire avec des personnages qui vivent uniquement dans l'histoire. Hein. Autour, c'est à eux. Autant l'histoire c'est moi qui l'écris, autant autour c'est à eux. À nouveau, l'idée c'est de me mettre du point de vue du personnage principal, qui a forcément, dans mes histoires en tout cas, des vies pas faciles, et qui a potentiellement déjà un peu vrillé. Est-ce que c'est du surnaturel? Est-ce que c'est de la folie? On ne sait pas, et c'est tant mieux. Je laisse libre à interprétation. Amok, c'était déjà ça, le premier, que je vous invite à aller revoir hein, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est de la folie? Est-ce que le gars se bat contre lui? Ou contre vraiment une entité? Voilà, c'était déjà cette histoire. Là, est-on sur une histoire de fantôme? Est-on sur quelqu'un qui a complètement vrillé parce qu'il a tué sa famille? Ce qui paraîtrait pas déconnant hein, en soi. Hein. Donc je vous laisse libre interprétation. Hein, et n'oubliez pas d'aller le voir et le revoir. J'adore quand il y a du débat dans les commentaires, donc moi je les lis tous et j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Je fais des films courts pour qu'on ait envie de les revoir et essayer de déceler ce que j'aurais mis ou enlevé. Par exemple, la femme qui disparaît sur un plan dans Memento Mori. J'essaie de ne rien laisser au hasard. Hein. Si c'est apparu ou disparu dans un plan, ce n'est peut-être pas un faux raccord. Non, ça va. C'était là avant.
Et puis en général, j'adore raconter des histoires, j'adore les écrire, les réaliser, les monter et vous les montrer surtout. Tiens, puisqu'on est en mode making of, j'ai des choses à vous raconter sur Memento Mori. Bon, déjà ça partait mal, hein. 3 heures avant le début du tournage, Zoé est tombée malade, mais ça nous a évité pas mal de maquillage en vrai. On a tourné un jour où il y avait eu un vent de folie qui avait ramené du sable du Sahara et l'atmosphère entière était orange. D'ailleurs, j'ai utilisé d'autres vidéos qui n'étaient pas du tout faites pour ça à la base. Tout ce qui est avant le début de la boucle, où l'enfant joue, toute la partie dans le jardin entre Zoé et bébé, et ben ça c'est des choses que j'avais filmées. Et en fait, en les filmant et même après en les dérochant, je me suis dit, mais c'est pas mal en fait, parce que j'ai filmé d'assez loin. Et on sent presque l'exclusion de l'homme par rapport à sa famille, et ça peut carrément rentrer dans l'histoire en fait. Donc je vais les garder, et ça fera une sorte de fan footage de la famille finalement. Bon, clairement je me suis pas facilité la tâche en travaillant avec un enfant de 1 an, c'est pas du tout facile. Typiquement, quand tu lui demandes de refaire une prise, eh ben c'est pas du tout comme un acteur qui est là pour ça. Un enfant, quand il a plus envie de jouer, il va jouer à autre chose, et pour le faire revenir, c'est impossible. Donc il a fallu accepter aussi que certains plans n'étaient pas parfaits, parce que il y avait un enfant dedans, quoi. Difficile de faire jouer la comédie à un enfant. Mais bon, c'est fun. Bon, et encore, j'ai la chance d'avoir un bébé acteur qui est quand même très très docile et qui accepte quand même beaucoup de choses. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Mais bon, effectivement, c'est difficile de travailler avec des enfants, bien entendu. Et heureusement qu'il est cool, parce que vu le nombre de prises que je dois refaire, vu que je fais que des conneries, j'aime autant vous dire que heureusement qu'il est réceptif. Bon, dans la dernière scène, celle qui se passe à la cave, celle où Zoé était dans une bâche à la cave, j'avais pas du tout prévu, mais en fait, la chaleur, la lumière, le fait qu'on soit dans une cave, et ben ça a fait descendre toutes les araignées du plafond. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas du tout prévu. Et effectivement, elle a été hyper cool, Zoé, vu qu'elle a peur des araignées, de se mettre dans une bâche avec les araignées au plafond qui lui tombaient directement dessus à cause de la lumière et moi qui passais. Voilà, elle a été cool. Du coup, je la remercie grandement. Merci. Bon, par contre, de fait, il a fallu se dépêcher. Pareil, on n'a pas pu tourner beaucoup de fois la scène parce que c'était assez hardcore pour elle, donc on a fait au plus vite, sachant que je rappelle qu'elle était malade en plus. Quel plaisir. Tourner avec moi, c'est vraiment le plaisir. Mais on s'en est sorti et c'est le principal, non? Bon, avec le recul, j'ai quand même fait des erreurs. Déjà, je me rends compte que l'adage qui dit qu'au cinéma, trop, c'est pas encore assez, est encore vrai. Il vaut mieux être lourd que subtil. Le spectateur qui regarde un film, il se focalise sur un élément. Et c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Mais du coup, ce qui semble énorme pour moi, passe totalement inaperçu pour le spectateur. Donc si je devais refaire Memento Mori, je pense que je montrerais plus les bâches avec ce qu'il y a dedans, avec la femme étendue et le petit paquet avec la voiture dessus. Vous l'aviez vu, le petit paquet avec la voiture? Revoyez Memento Mori. Pareil, je ferai en sorte qu'on voit bien que l'homme est tout seul et que la femme a disparu quand il est dans l'encadreur de la porte. Parce que moi, ça me semblait énorme qu'il y ait un personnage sur 2 qui ait disparu. Mais finalement, il y a assez peu de gens qui l'ont vu. Et en général, je pense moins faire ce genre de plan à l'arrache. Les plans importants, il faut vraiment que je prenne le temps de faire. Même si là, les conditions étaient vraiment pas réunies. Les araignées qui tombent, Zoé qui est malade, c'était vraiment pas pratique du tout. Mais bon, il vaut mieux prendre plus de temps et faire venir après l'acteur, je pense. Voilà, c'est l'enseignement qu'il faut que j'en tire. Faire venir l'acteur vraiment qu'au dernier moment pour avoir le temps de poser mon plan. Parce que la plupart des plans, je les ai en tête et je sais à peu près comment ça va être et ce que j'attends comme rendu. Et après, j'adapte en fonction du contexte de la réalité, le plan que je voulais versus la réalité, et j'en fais un mix qui me va. Pour les plans qui sont un peu spécifiques comme celui-là, où j'avais besoin de beaucoup de choses, j'avais besoin des 2 bâches, j'avais besoin de l'homme tout seul dans l'embrasure de la porte, il aurait fallu que j'ai le temps de poser plus mon plan, voire de l'avoir dessiné, et c'est là qu'un storyboard, ça aurait été super intéressant pour ce genre de plan, pour être sûr que j'avais bien ce que je voulais
et en tout cas bien ce que j'attendais. Ça m'aurait aussi permis de choisir mon objectif aussi en fonction, et ça aurait été bien aussi. Mais le film est sorti et j'ai eu des bons retours, donc c'est plutôt cool, même si je pense que effectivement j'aurais pu faire mieux. Néanmoins le prochain sera mieux, je le sais, je l'ai déjà tourné. En tout cas n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, commenter, je lis tous vos commentaires et franchement ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à retourner voir mes autres courts-métrages de fiction si vous ne les avez pas vus. Ils sont dans une playlist fiction dans La Bobine de Berthe, donc n'hésitez pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous.